Ce que ma femme m'a demandé ce soir-là a détruit cette année de mariage. Pourtant, quelques semaines plus tard, c'est elle qui allait tout perdre. On dit qu'on ne connaît vraiment quelqu'un que lorsque cette personne vous demande de détruire votre propre dignité. Après 7 ans de mariage, je pensais connaître ma femme, chaque ride au coin de ses yeux, chaque habitude matinale, chaque rêve que nous avions bâti ensemble, brique par brique. Mais la femme assise en face de moi ce vendredi soir-là, habillée comme si elle se rendait à un endroit où je n'avais jamais été invité, me demandant d'accepter quelque chose qui éventrerait notre mariage tout en me gardant sous la main pour payer les factures. C'était une inconnue avec le visage de ma femme. Je m'appelle Julien Moreau, et je dois vous raconter ce qui est arrivé à mon mariage. Non pas pour chercher la sympathie, je n'en ai plus besoin, mais parce qu'il y a ici une leçon importante sur le moment où il faut savoir partir. Sur la nécessité de reconnaître sa propre valeur quand la personne que vous aimez décide que la vôtre n'en a plus aucune. Ce soir-là, elle a prononcé une phrase qui a tout fait basculer, plus de relations intimes tant que tu n'acceptes pas une relation libre. Je me suis levé, et je lui ai montré la porte. Son visage est devenu blême quand elle a compris que j'étais sérieux. Et ce n'était que le début de sa chute. Je m'appelle Julien Moreau, j'ai 35 ans et ça fait maintenant 15 ans que je travaille dans le bâtiment. Le genre de métier où l'on rentre le soir avec de la sueur dans les cheveux et du béton sous les ongles. Mes mains sont couvertes de cicatrices et de callosités, mon dos me fait souffrir la plupart des matins, mais il y a quelque chose d'honnête à construire des choses qui durent. Quand je monte la charpente d'une maison, je sais qu'une famille y vivra pendant des décennies. Quand je coule des fondations, je sais qu'elles tiendront bon face aux tempêtes et aux temps. Je suis fier de ce genre de permanence. Camille et moi étions mariés depuis 7 ans quand tout s'est effondré. 7 ans de ce que je croyais être des fondations solides, bâties sur la confiance et le respect mutuel. Nous nous sommes rencontrés quand elle avait 25 ans, elle travaillait comme réceptionniste dans un cabinet dentaire à Lyon. J'ai été attiré par son rire, par sa façon de rendre une conversation banale intéressante. Elle était belle d'une manière accessible, pas la perfection des magazines, mais une beauté réelle. Le genre de femme qui est jolie en toutes circonstances, qui faisait de mon retour à la maison une véritable récompense. Nous n'avons jamais eu d'enfant, même si nous en avions beaucoup parlé. Camille disait qu'elle n'était pas encore prête, qu'elle voulait d'abord profiter de notre vie de couple. Je n'ai pas insisté. Nous avions le temps, ou du moins c'est ce que je croyais. Elle restait à la maison pendant que je faisais des semaines de 60 heures, parfois plus sur les gros chantiers. Ça semblait nous convenir. Je subvenais à nos besoins, elle gérait la maison, et nous nous sommes construits une vie ensemble dans un modeste 3 pièces d'un quartier correct. Le genre d'endroit dont mon père aurait été fier, des rues sûres, de bonnes écoles à proximité pour le jour où nous serions prêts, des voisins qui vous saluent quand vous tondez la pelouse. Pendant des années, notre routine était confortable, authentique. Je rentrais épuisé, et Camille était là, à la porte, généralement avec le dîner prêt ou au moins en préparation. Nous mangions ensemble, parlions de nos journées, la mienne remplie de chantiers et de problèmes d'équipe, la sienne plus calme mais pleine de petits détails qui comptaient. Le week-end, c'était café au lit le matin, et l'après-midi, les courses ou simplement la paresse à deux. Notre vie intime était régulière, pas avec le feu des jeunes mariés, mais avec la chaleur constante de 2 personnes qui connaissaient leur corps, qui avaient trouvé leur rythme. Puis, il y a environ 6 mois, les choses ont commencé à changer. Camille a rejoint ce qu'elle appelait un « cercle d'amis », 5 ou 6 femmes du quartier qui se retrouvaient pour des soirées vins le jeudi et des brunchs dans des endroits branchés du centre-ville le week-end. Au début, j'étais content pour elle. Elle s'était un peu isolée, passant trop de temps seule pendant que je travaillais. Je pensais que des amitiés féminines lui feraient du bien, lui donneraient quelque chose à attendre avec impatience au-delà de mon retour chaque soir. Mais ce n'étaient pas des amitiés normales. Les changements ont commencé discrètement. La garde-robe de Camille a évolué vers des vêtements plus révélateurs, des hauts décolletés, des jupes plus courtes, des robes qui moulaient ses formes d'une manière qui semblait conçue pour attirer l'attention. Quand je la complimentais ou lui posais des questions sur une nouvelle tenue, elle balayait ça d'un revers de main. J'avais juste envie d'essayer quelque chose de différent, disait-elle en haussant les épaules. Mais je n'avais aucun souvenir d'avoir acheté ces vêtements, et notre budget était suffisamment serré pour que j'aie remarqué des achats coûteux. Son téléphone est devenu une extension de sa main, des SMS constants, des appels fréquents qu'elle prenait en privé, des rires devant des messages qu'elle ne partageait jamais. Quand je lui demandais à qui elle parlait, la réponse était toujours la même. Juste les filles, répondait-elle,
d'un ton qui suggérait que je ne devais pas m'intéresser aux conversations de femmes. D'accord, pensais-je. Tout le monde a droit à son jardin secret. L'intimité s'est éteinte progressivement, puis soudainement. Camille a commencé à prétexter la fatigue, des maux de tête, le stress. Quand je la prenais dans mes bras au lit, elle se raidissait ou se détournait. Pas ce soir est devenue sa réponse par défaut. Les matinées du week-end se sont transformées en une course pour se préparer pour le brunch avec les filles. Nos moments de calme ensemble se sont évaporés, remplacés par sa préparation sans fin pour des événements sociaux auxquels je n'étais pas convié. Mais ce sont les conversations au dîner qui m'ont vraiment ouvert les yeux. Camille est devenue obsédée par ces femmes, à quel point elles étaient libres, comment elles vivaient de manière authentique, comment elles refusaient de s'installer ou de compromettre leur bonheur. Elle me parlait sans cesse de Sophie, qui avait quitté son mari parce qu'il l'empêchait d'évoluer, ou d'Élodie, qui explorait ses options, tout en étant techniquement encore mariée. Chaque histoire semblait conçue pour planter des graines, pour me faire comprendre que rester dans une seule relation était en quelque sorte limitant, que l'engagement était un piège plutôt qu'un choix. J'ai commencé à prêter plus d'attention aux détails. Ces femmes n'étaient pas des divorcées heureuses en quête d'elles-mêmes, c'étaient des briseuses de ménage qui encourageaient mutuellement leurs pires pulsions. Elles se retrouvaient dans des restaurants chers que je ne pouvais pas me permettre, parlaient de leurs aventures avec des hommes qui n'étaient pas leurs maris, et validaient leurs infidélités et leurs trahisons comme de l'émancipation et de la découverte de soi. Camille rentrait de ces soirées pleines d'une énergie qu'elle n'avait jamais après avoir passé du temps avec moi. Ses yeux brillaient d'excitation lorsqu'elle racontait leurs conversations. Mais quand elle me regardait, cette lumière s'éteignait. Je la voyais comparer, évaluer, me trouver insuffisant face aux fantasmes dont ces femmes lui remplissaient la tête. La chaleur qui m'accueillait autrefois à la porte avait disparu. Camille levait à peine les yeux de son téléphone quand je rentrais. Le dîner était devenu son monologue à elle plutôt qu'un dialogue avec moi, des monologues sur le courage de ses amis de quitter des relations ennuyeuses pour poursuivre un vrai bonheur. Quand j'essayais de participer, de lui demander comment s'était passée sa journée au-delà du groupe, elle me donnait des réponses monosyllabiques et retournait à son téléphone. J'ai remarqué, mais je n'ai rien dit. Une partie de moi espérait que ce n'était qu'une phase, une crise de la trentaine, un besoin de se sentir à nouveau jeune et désirable. Je me disais qu'elle se cherchait, qu'elle explorait des amitiés qui lui avaient manqué. J'ai travaillé plus dur, pensant que si je subvenais davantage à nos besoins, si je contribuais plus, elle se souviendrait de ce que nous avions. J'ai pris des projets supplémentaires, ramené des salaires plus importants, et je l'ai surprise avec de petits cadeaux et des dîners au restaurant. J'étais encore loin de me douter que chaque effort de ma part ne faisait que la pousser plus loin. J'avais tort. Plus j'essayais, plus je voyais de mépris dans ses yeux. Mes efforts n'étaient pas romantiques, ils étaient pathétiques. Mon travail n'était pas admirable, c'était un labeur d'ouvrier qui me marquait comme étant sans ambition. Ma fidélité n'était pas de la loyauté, c'était une prévisibilité ennuyeuse. Tout ce que je pensais faire de moi un bon mari devenait la preuve de mon inadéquation. Un jeudi soir, alors que Camille était dans la salle de bain en train de se préparer pour sa soirée vin, son téléphone a vibré sur la commode. J'ai jeté un coup d'œil par réflexe, pas pour espionner, juste la réaction naturelle à une notification. L'aperçu montrait un message de Sophie, « Tu lui as déjà parlé du plan Relations libres ? Tu ne peux pas continuer à vivre dans ce mensonge pour toujours. » Mon sang s'est glacé. J'ai fixé ce message jusqu'à ce que l'écran s'éteigne, essayant de comprendre ce que je venais de lire. Relations libres ? Quel mensonge ? Cette nuit-là, j'ai entendu Camille dans la salle de bain, sa voix basse mais excitée. Non, il ne se doute de rien, chuchotait-elle au téléphone. Il est trop occupé à jouer son petit ouvrier modèle pour remarquer quoi que ce soit. Demain soir, je vais lui dire. Le rire qui a suivi a été comme de l'eau glacée dans mes veines. Ce n'était plus ma femme. C'était une étrangère corrompue par le poison que ses amis lui administraient depuis des mois. Le vendredi soir, je suis rentré d'une journée particulièrement éprouvante, 12 heures de bétonnage sous une chaleur de 32 degrés, ma chemise trempée de sueur, mes muscles en feu. Tout ce que je voulais, c'était une douche, un dîner, et peut-être une soirée tranquille avec ma femme. Camille était dans le salon, parfaitement maquillée comme si elle se rendait à un endroit spécial. Ses cheveux étaient coiffés, son maquillage impeccable, et elle portait une robe noire que je n'avais jamais vue d'apparence coûteuse, assez décolletée pour être suggestive, assez courte pour être inappropriée pour une femme mariée.
Elle faisait défiler son téléphone, ce sourire familier flottant sur ses lèvres. « Salut », ai-je dit en posant mon sac de travail. « Tu es superbe. Tu sors encore ?» Elle a levé les yeux brièvement, son expression plate et dédaigneuse. « Non, en fait. J'ai pensé qu'on pourrait peut-être rester à la maison ce soir. Discuter. » Quelque chose dans son ton m'a serré l'estomac. Ce n'était pas la voix d'une épouse qui veut renouer le dialogue, c'était la voix de quelqu'un qui a pris une décision et s'apprête à l'annoncer. « Super », ai-je répondu, en essayant de paraître enthousiaste. « Laisse-moi juste prendre une douche d'abord, ensuite on pourrait peut-être commander à manger. » Je pensais qu'on pouvait juste parler maintenant, a-t-elle interrompu en posant son téléphone. Il y a des choses dont nous devons discuter à propos de notre mariage. Je suis resté là, dans mes vêtements de travail, encore poussiéreux et fatigué, regardant cette femme qui avait autrefois tout aimé de mon métier, qui me massait les épaules endolories et me disait à quel point elle était fière de mon éthique de travail. Maintenant, elle me regardait comme si je traînais de la boue dans un musée. « D'accord », ai-je dit en m'asseyant en face d'elle. « Qu'est-ce que tu as en tête ?» Camille a pris une profonde inspiration, comme si elle se préparait à quelque chose de désagréable. « Julien, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. À nous, à ce que je veux de la vie, à savoir si ce mariage fonctionne vraiment encore. » Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire que tu rentres tous les jours couverts de poussière, épuisé, avec rien d'autre à raconter que des histoires de chantier et des problèmes d'équipe, a-t-elle expliqué froidement. On dîne, on regarde la télé, on se couche. Et on recommence. C'est quand la dernière fois qu'on a fait quelque chose d'excitant ? Quand avons-nous eu pour la dernière fois une conversation qui m'a fait réfléchir ? La critique m'a frappé comme un coup. Camille, je travaille 60 heures par semaine pour que tu n'aies pas à le faire. Je pensais que c'était ce sur quoi nous étions d'accord. Je n'ai jamais accepté d'être une femme au foyer des années 50, attendant que son mari ouvrier rentre à la maison pour valider son existence, a-t-elle rétorqué, la voix maintenant tranchante, acérée. J'ai 32 ans, Julien. J'ai des besoins, des désirs, des rêves qui vont au-delà de tenir une maison pour un travailleur du bâtiment. Travailleur du bâtiment. La façon dont elle l'a dit a fait de mon métier un échec, quelque chose dont il fallait avoir honte. Venant d'une femme qui avait vécu de mon salaire de travailleur du bâtiment pendant 7 ans. Quel genre de rêve ? Ai-je demandé, même si je commençais à soupçonner que je connaissais déjà la réponse. Camille s'est agitée sur sa chaise, rassemblant son courage pour la bombe qu'elle s'apprêtait à lâcher. Je veux me sentir à nouveau vivante, Julien. Je veux de la passion, de l'excitation, une connexion avec des gens qui me stimulent intellectuellement et émotionnellement. Et moi, je ne te stimule pas ? Plus maintenant, a-t-elle répondu sans hésitation. Peut-être que tu ne l'as jamais fait, et que j'étais juste trop jeune pour le réaliser. 7 ans de mariage, balayés comme une ignorance de jeunesse. 7 ans d'amour et de loyauté réduits à une erreur dont elle s'était lassée. Alors, qu'est-ce que tu veux dire ? Tu veux divorcer ? Non, a-t-elle dit rapidement. Je ne veux pas jeter tout ce que nous avons construit ensemble. La maison, la sécurité financière, la stabilité. Je veux juste. Plus. Je la fixais, attendant la suite. Ce que j'allais entendre allait changer ma vie pour toujours. Je veux une relation libre, a-t-elle annoncé. Les mots ont flotté dans l'air comme la fumée d'une explosion. Pendant un instant, je n'ai pas pu traiter l'information. Une relation libre ? Elle voulait rester mariée avec moi, mais avoir des relations intimes avec d'autres hommes. Tu veux quoi ? Ai-je réussi à articuler ? Une relation libre, a-t-elle répété. Je veux la liberté d'explorer d'autres connexions tout en maintenant ce que nous avons ici. Beaucoup de couples le font, Julien. Ça s'appelle être mature en matière de relations. Je pouvais entendre le ton récité dans sa voix, comme si elle avait répété ce discours. Tu veux que je te laisse avoir des liaisons ? Ai-je dit platement. Ce n'est pas une liaison si nous sommes tous les deux d'accord, a-t-elle répondu sur la défensive. C'est de l'honnêteté. C'est admettre que la monogamie est un concept dépassé qui ne fonctionne pas pour tout le monde. Donc, tu as déjà choisi le type avec qui tu veux avoir une aventure ? Ai-je demandé sans détour. Elle a tressailli à mon langage mais n'a pas reculé. Il pourrait y avoir quelqu'un, oui.
Mais ce n'est pas la question. La question, c'est la liberté, l'authenticité, ne pas être piégé par des règles arbitraires. J'ai senti quelque chose de froid et de définitif s'installer dans ma poitrine. Et qu'est-ce que je gagne dans cet arrangement? Tu restes marié avec moi, a-t-elle répondu. Tu gardes la vie que nous avons construite, et tu as les mêmes libertés que je demande. Je ne veux pas avoir de relation avec d'autres femmes, Camille. Je veux être marié à ma femme. C'est ton choix, a-t-elle dit froidement. Mais tu ne peux plus faire ce choix pour moi. Le masque était complètement tombé. Elle voulait la sécurité que je lui offrais tout en cherchant ses frissons ailleurs. Elle voulait que j'accepte ses infidélités. Non, ai-je dit fermement. Le mot est sorti plus durement que je ne l'avais prévu, mais je le pensais entièrement. Non. A-t-elle répété, surprise. Je ne le ferai pas. Je n'accepterai pas de relation libre. Je ne te donnerai pas la permission de me tromper pendant que je paie tes factures. L'expression de Camille est passée de la surprise à la colère. Tu ne peux pas simplement refuser d'en discuter. Je ne discute pas. Je rejette. Complètement. C'est exactement de ça que je parle, a-t-elle explosé. Tu es si rigide, si fermé d'esprit. Tu ne peux même pas avoir une conversation d'adulte sur ce dont j'ai besoin. Ce dont tu as besoin, c'est d'avoir des relations avec d'autres hommes tout en restant marié à moi. Ai-je manqué quelque chose? Tu es grossier et réducteur, a-t-elle lâché. C'est une question d'épanouissement émotionnel. C'est une question de vouloir te comporter de manière inappropriée tout en gardant un mari, ai-je interrompu. Elle s'est levée brusquement, le visage rouge de colère. Comment oses-tu me parler comme ça? Comment appelles-tu une femme mariée qui veut multiplier les partenaires? Ai-je demandé. La dispute s'envenimait rapidement, mais je pouvais voir autre chose dans les yeux de Camille, la surprise que je ne négocie pas, que je n'essaie pas de trouver un compromis. Mes amis m'avaient prévenu que tu réagirais comme ça, a-t-elle dit sur la défensive. Elles ont dit que les hommes comme toi ne peuvent pas gérer les femmes fortes qui savent ce qu'elles veulent. Et voilà. C'est, sœur, l'avait coaché pour toute cette conversation. Tes amis, ai-je dit lentement, celles qui t'encouragent à détruire ton mariage. Elles m'encouragent à vivre authentiquement, à cesser de me contenter de moins que ce que je mérite. Et ce que tu mérites, c'est un mari qui paie les factures pendant que tu as des aventures. Si tu ne peux pas me donner ce dont j'ai besoin émotionnellement et physiquement, alors oui, je mérite de le trouver ailleurs, a-t-elle répondu avec défi. J'ai regardé cette femme que j'avais aimée pendant 7 ans, je l'ai vraiment regardée. Le mépris dans ses yeux n'était pas nouveau. Je pouvais voir maintenant qu'il s'était construit pendant des mois. Alors ai-je dit. Les mots sont sortis calmes, définitifs, sans colère ni supplication. Quoi? A-t-elle demandé, stupéfaite. Si je ne peux pas te donner ce que tu mérites, alors pars. Demande le divorce. Trouve un homme qui le peut. Camille m'a regardé comme si je l'avais giflé. Ce n'était pas dans le script que ses amis lui avaient fourni. Tu n'es pas sérieux? A-t-elle murmuré. On ne peut plus sérieux. Tu veux la liberté? Prends-la. Tu veux explorer d'autres connexions? Fais-le. Mais tu ne le feras pas en étant marié à moi. Elle a essayé différentes approches, les larmes, les promesses, la séduction. J'ai physiquement retiré sa main quand elle a touché mon bras. Tu ne restes pas ici, lui ai-je dit. Elle a attrapé son sac et ses clés, le visage tordu par la rage. Tu le regretteras, Julien. Tu réaliseras ce que tu as perdu, et d'ici là, il sera trop tard. La seule chose que je perds, c'est une femme qui veut me tromper. Je survivrai. Camille a claqué la porte si fort que les fenêtres ont tremblé. J'ai entendu sa voiture démarrer, les pneus crisser alors qu'elle reculait. Mon téléphone était dans ma main avant même que je décide consciemment de le prendre. J'ai ouvert le navigateur et j'ai tapé « meilleur avocat en divorce près de chez moi ». Mes mains ne tremblaient pas. J'ai appelé mon patron le lendemain matin pour me porter pâle, la première fois en 3 ans que je manquais le travail pour autre chose qu'une grippe. À 8 heures, j'étais assis dans la salle d'attente du cabinet Dubois et Associés, spécialisé en droit de la famille. Maître Laurent Dubois avait 15 ans d'expérience et s'occupait surtout des divorces à forts enjeux financiers.
Le bureau de consultation était exactement comme on pouvait s'y attendre, fauteuil en cuir, livre de droit, diplôme couvrant un mur. Dubois lui-même avait la cinquantaine, les tempes grisonnantes, portait un costume cher, mais il ne m'a pas regardé comme si je n'étais pas à ma place. Racontez-moi ce qui s'est passé, a-t-il dit en sortant un bloc-notes. J'ai tout déballé, la demande de Camille pour une relation libre, sa menace de partir si je n'étais pas d'accord, les mois de manipulation émotionnelle qui avaient précédé. J'ai gardé ma voix stable et factuelle, mais à l'intérieur, j'étais encore en train de digérer l'ampleur de ce qui s'était passé. Dubois a écouté sans jugement, prenant des notes de temps en temps. Quand j'ai fini, il a posé son stylo et m'a regardé droit dans les yeux. Première question, voulez-vous sauver ce mariage? Non, ai-je répondu. La réponse est venue instantanément, me surprenant par sa certitude. Elle a été très claire sur ce qu'elle pense de moi, de notre mariage. Je veux en sortir. Bien. Ça simplifie les choses, a-t-il répondu en parcourant ses notes. Pas d'enfant? Non, ai-je confirmé. Sa demande de relation libre constitue un abandon des devoirs conjugaux. Les juges n'apprécient pas cela. Son inactivité professionnelle affaiblit considérablement sa position, a-t-il expliqué. Vous garderez probablement la maison puisque vous pouvez démontrer une responsabilité financière exclusive. Elle pourrait avoir droit à une prestation compensatoire temporaire, mais minime. Quelle est votre stratégie? Ai-je demandé. Frappez vite et fort, a conseillé Dubois. Il faut lui signifier les papiers immédiatement, avant qu'elle ait le temps de s'organiser ou de dissimuler des avoirs. Nous allons déposer une demande pour altération définitive du lien conjugal, mais en documentant ses exigences. Dubois a sorti une convention d'honoraires. Il me faudra une provision de 4 500 €. Nous pouvons avoir les documents prêts pour lundi, et signifiés par un huissier d'ici mardi. Peut-on faire plus vite? Ai-je demandé. Il a levé les yeux du contrat. À quel point? Aujourd'hui. Cet après-midi. Dubois m'a étudié un instant, essayant probablement de déterminer s'il s'agissait d'une impulsion émotionnelle ou d'une décision calculée. Ça coûtera un supplément pour le service en urgence, mais oui, nous pouvons avoir les papiers prêts pour midi et les faire signifier avant 16 heures. Vous êtes sûr de vous? J'ai signé la convention et fait un chèque de 5 500 €. J'en suis certain. Je suis rentré en voiture par des rues familières, passant devant l'école primaire où nous avions prévu d'envoyer nos futurs enfants, devant le parc où Camille et moi nous promenions le dimanche matin. Tout semblait identique, mais j'avais l'impression de tout voir pour la première fois. La voiture de Camille était dans l'allée. Elle était rentrée quelque temps après mon départ, s'attendant probablement à me trouver prêt à négocier, disposé à faire des compromis. Au lieu de cela, elle avait trouvé une maison vide et un mari qui avait passé sa matinée à engager un avocat. Je l'ai trouvé dans le salon, portant toujours la robe de la veille, mais froissée maintenant, son maquillage coulait comme si elle avait pleuré. Elle a levé les yeux quand je suis entré, et j'ai pu voir de l'espoir dans son regard, l'espoir que j'ai retrouvé la raison. Julien, je suis si contente que tu sois là, a-t-elle commencé avec empressement. J'ai réfléchi toute la nuit, et j'ai réalisé que nous avons tous les deux dit des choses que nous ne pensions pas. Peut-être qu'on peut. Garde ça pour toi, ai-je interrompu en m'asseyant en face d'elle. Je pensais chaque mot que j'ai dit. L'espoir s'est éteint dans ses yeux, remplacé par quelque chose de plus dur. Et maintenant? Tu veux me punir pour avoir été honnête sur mes besoins. Je ne te punis pas. Je te donne exactement ce que tu as demandé. Pendant l'heure qui a suivi, Camille a tout essayé, les larmes, la colère, les promesses de couper les ponts avec ses amis, les offres d'aller en thérapie de couple. Elle a même tenté la séduction, se rapprochant, touchant mon bras, me rappelant ce que nous avions eu ensemble. Je n'ai rien ressenti. Chaque mot sonnait creux, chaque contact semblait manipulateur. Elle était seulement désolée parce qu'il y avait maintenant des conséquences. À 15h45, j'ai entendu une portière de voiture claquer dehors. Camille était au milieu d'un autre plaidoyer larmoyant quand la sonnette a retenti. « Tu attends quelqu'un » ai-je demandé. Camille avait l'air confuse. « Non, J'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai ouverte. Un homme d'âge mûr en costume bon marché se tenait sur mon porche, tenant une enveloppe Kraft. « Camille Moreau » a-t-il demandé.
Elle est à l'intérieur, ai-je répondu en m'écartant. Camille est apparue derrière moi, toujours confuse. C'est moi, Camille Moreau. J'ai des documents juridiques pour vous, a-t-il dit en lui tendant l'enveloppe et en sortant un presse-papier. J'ai besoin que vous signiez pour accuser réception. J'ai vu la couleur quitter le visage de Camille alors qu'elle réalisait ce qui se passait. Ses mains tremblaient en signant le formulaire. L'huissier est parti sans cérémonie, et Camille est restée là, tenant l'enveloppe comme si elle allait exploser. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle murmuré. Ta liberté, ai-je répondu. Elle a déchiré l'enveloppe, a sorti les papiers du divorce et a lu la première page. Son visage est passé par une série d'expressions, incrédulité, choc, puis rage. Tu as demandé le divorce. Aujourd'hui? A-t-elle demandé, incrédule. Ce matin, ai-je confirmé. Tu ne peux pas être sérieux. Nous n'avons même pas essayé de régler ça. Il n'y a rien à régler. Tu veux une relation libre, je veux un divorce. Nous obtenons tous les deux ce que nous voulons. C'est insensé. Tu jettes tout notre mariage par la fenêtre parce que j'ai été honnête sur mes sentiments. Je mets fin à notre mariage parce que tu as cessé d'être ma femme, ai-je répondu calmement. Fais tes valises, Camille. Tu dois être partie de cette maison ce soir. Tu me mets à la porte? A-t-elle demandé, choquée. Je te demande de partir. Légalement, c'est encore ta maison aussi, pour l'instant, mais je ne veux plus de toi ici. Où suis-je censé aller? A-t-elle plaidé. Appelle tes sœurs. Je suis sûr qu'elles t'aideront à célébrer ta nouvelle liberté. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, Camille avait l'air vraiment effrayée. La réalité s'imposait. Elle avait parié notre mariage sur ma volonté d'être humiliée, et elle avait perdu. À 19h, Camille avait emballé ce qui pouvait tenir dans sa voiture. Elle n'arrêtait pas d'essayer de relancer la conversation, de trouver un angle qui pourrait me faire changer d'avis, mais j'avais dépassé la colère pour atteindre quelque chose de plus froid et de plus définitif. Je suis resté sur le seuil de la porte et je l'ai regardée charger la dernière valise. Elle a regardé la maison comme si elle la voyait pour la première fois. Ou peut-être, comme si elle voyait ce qu'elle était vraiment en train de perdre. Je t'appellerai demain, a-t-elle dit avec espoir, quand tu auras eu le temps de réfléchir. Ne le fais pas, ai-je répondu. Elle s'est éloignée lentement, comme si elle s'attendait à ce que je la poursuive. Au lieu de cela, j'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. La maison a semblé différente immédiatement. Plus calme, plus propre en quelque sorte. Mon téléphone a vibré vers 21h. Un SMS de Camille, je suis chez mes parents. S'il te plaît, réfléchis à ce que tu fais. On peut arranger ça. J'ai supprimé le message sans répondre. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Camille est revenue le lendemain matin avec des renforts, ses parents l'encadrant de manière protectrice alors que nous prenions tous place dans le salon. Camille nous a raconté ce qui s'est passé, a commencé sa mère, Catherine, doucement mais fermement. Et bien que nous ne soyons pas d'accord avec la façon dont elle a abordé la situation, nous pensons que tu réagis de manière excessive. Réagir de manière excessive à quoi, exactement? Ai-je demandé. Son père, Philippe, s'est penché en avant. Elle avait des inquiétudes concernant votre mariage, Julien. Peut-être qu'elle ne les a pas exprimées parfaitement, mais la mettre dehors et demander le divorce? C'est extrême. Je me suis tourné vers Camille. Tu leur as dit ce que tu as réellement demandé? Les yeux de Camille ont fui les miens. Je leur ai dit que nous avions eu un désaccord sur l'avenir de notre relation. C'est une façon intéressante de présenter les choses, ai-je répondu. Me tournant vers ses parents, j'ai continué, a-t-elle mentionné qu'elle a exigé une relation libre? Qu'elle voulait la permission d'avoir des relations intimes avec d'autres hommes tout en restant mariée à moi. Le silence qui a suivi était assourdissant. L'expression de Catherine est passée de la sympathie à la confusion. Philippe avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Camille? La voix de Philippe était dangereusement calme. C'est vrai, ça? Camille s'est tortillée sous le regard de son père. C'est plus compliqué que ça. As-tu, oui ou non, demandé à Julien d'accepter une relation libre? A-t-il exigé? J'ai suggéré que peut-être nous pourrions explorer. Balbutia-t-elle.
Mon Dieu, a interrompu Philippe, en se prenant la tête entre les mains. Camille, à quoi diable pensais-tu? Ces femmes, a dit Catherine soudainement, la compréhension se faisant jour dans sa voix. Ses amis à toi. C'était leur idée, n'est-ce pas? Le silence de Camille était une réponse suffisante. Philippe s'est levé brusquement. Nous partons. Catherine, prends ton sac. Philippe, attends, a protesté Catherine. Non. Je ne vais pas rester assis dans la maison de cet homme à écouter notre fille expliquer pourquoi elle a pensé qu'il était acceptable de détruire son mariage, a-t-il déclaré fermement. En regardant Camille avec dégoût, il a ajouté, je ne t'ai pas élevé comme ça. Papa, s'il te plaît, a supplié Camille. Ne m'appelle pas papa. Tu as fait ton choix. Tu voulais te comporter comme une femme célibataire, maintenant tu en es une, a-t-il répondu froidement. Catherine a essayé de servir de médiateur. Camille, ma chérie, peut-être que tu pourrais t'excuser, essayer d'arranger les choses. Il n'y a rien à arranger, suis-je intervenu. Votre fille a été très claire sur ce qu'elle pense de moi et de notre mariage. Je ne fais que lui donner ce qu'elle a demandé. J'ai fait une erreur, a protesté Camille désespérément. J'ai reçu de mauvais conseils d'amis que je pensais bienveillantes. Mais ça ne veut pas dire que nous devons jeter 7 ans par la fenêtre. C'est toi qui les as jetés, a dit Philippe froidement. Au moment où tu as décidé que Julien n'était plus assez pour toi. Après leur départ, la maison semblait encore plus silencieuse. Les parents de Camille avaient vu la situation clairement et soutenaient ma décision. Cela signifiait plus qu'ils ne le savaient probablement. Le téléphone a commencé à sonner vers midi. Camille, depuis la maison de ses parents. J'ai laissé le répondeur. Des larmes, des excuses, des promesses de faire mieux, des supplications pour que je reconsidère. J'ai supprimé le message. Elle a appelé 6 autres fois ce jour-là. Je n'ai répondu à aucune. Les jours suivants ont suivi un schéma, plusieurs appels, des messages vocaux de plus en plus désespérés, de longs SMS expliquant à quel point elle était désolée. Elle s'est présentée à la maison 2 fois. Je n'ai pas ouvert la porte. Le jeudi, elle a envoyé un SMS particulièrement long, j'ai quitté le groupe. Je leur ai dit que je ne voulais plus jamais les revoir. Je sais ce qu'elles m'ont fait, comment elles ont empoisonné mon esprit contre toi. S'il te plaît, Julien, pouvons-nous juste parler? Je ferai n'importe quoi pour arranger ça. J'ai appelé Maître Dubois à la place. Elle panique, lui ai-je dit. Elle appelle constamment, se présente à la maison, promet de tout changer. Un schéma classique, a répondu Dubois. La réalité s'installe. Avez-vous eu des nouvelles de son avocat? Je ne pense pas qu'elle en ait engagé un. Elle le fera. Elle cherche probablement, essayant de trouver quelqu'un qui prendra l'affaire avec une rémunération au résultat. Une conjointe sans emploi dans un divorce a des options limitées. Cette nuit-là, Camille a essayé une approche différente. Au lieu d'appeler, elle est venue à la maison vers 21h et s'est assise dans sa voiture dans l'allée. Juste assise là, comme si elle attendait que je sorte et que je l'invite à rentrer. Je l'ai observée par la fenêtre de la chambre. Elle avait l'air pathétique, affalée sur le volant, s'essuyant les yeux de temps en temps. Cette femme qui avait été si confiante lorsqu'elle avait exigé une relation libre était maintenant réduite à camper dans mon allée comme une harceleuse. Au bout d'une heure, elle a abandonné et est partie. Elle était de retour le lendemain soir, et le soir d'après. Le dimanche, j'en ai eu assez. Quand j'ai vu sa voiture arriver, je suis sorti et je me suis approché de la vitre côté conducteur. Camille l'a baissé avec empressement, l'espoir illuminant son visage. Julien, j'espérais qu'on pourrait. Arrête de venir ici, ai-je interrompu. L'espoir est mort. Je veux juste parler, a-t-elle plaidé. Il n'y a rien à dire. Tu as fait ton choix, j'ai fait le mien. C'est fini. Ça ne doit pas être fini. On peut aller en thérapie. Camille, écoute-moi très attentivement, ai-je dit. Tu m'as demandé de te laisser me tromper. Quand j'ai dit non, tu as menacé de partir. J'ai vu ton bluff. C'est la fin de l'histoire. Mais je réalise maintenant à quel point j'avais tort. Tu réalises maintenant que ton plan s'est retourné contre toi. Tu pensais que je céderais, que j'accepterais une version de ce que tu voulais. Au lieu de cela,
tu fais face à un divorce et tu vis dans la chambre d'amis de tes parents. Je t'aime, a-t-elle murmuré. Non, tu ne m'aimes pas. Tu aimes la sécurité que je t'offrais. Mais tu ne m'aimes pas moi. Si c'était le cas, tu ne m'aurais jamais demandé d'accepter ton infidélité. Camille s'est remise à pleurer. Julien, s'il te plaît. 7 ans de mariage ne comptent pour rien? Ça comptait pour tout. Jusqu'à ce que tu décides que ce n'était plus assez. Je me suis retourné et je suis rentré dans la maison. Elle est restée assise là pendant une autre heure, mais je n'ai plus regardé par la fenêtre. Elle n'est pas revenue après cette nuit-là. Les appels et les SMS se sont également estompés. 3 semaines après avoir déposé la demande, Dubois a appelé avec des nouvelles. Elle a engagé un avocat. Le moins cher qu'elle ait pu trouver. Il a appelé ce matin pour discuter des conditions d'un accord. Quel genre d'accord? Le classique. Elle veut la maison, la moitié des comptes épargne, une prestation compensatoire permanente. La liste de souhaits standards pour une conjointe sans emploi. Et que lui avez-vous dit? Dubois a ri. Je lui ai dit de revoir les circonstances qui ont mené au dépôt de la demande et de me rappeler quand il aurait des exigences plus réalistes. 2 jours plus tard, l'avocat de Camille a rappelé. Elle acceptait notre offre, la moitié des liquidités, environ 7 500 € au total, sa voiture, ses effets personnels, et 6 mois de prestations compensatoires temporaires. Je gardais la maison, les comptes épargne, ma camionnette. Une rupture nette. Je n'ai rien ressenti quand Dubois m'a annoncé la nouvelle. Ni soulagement, ni satisfaction, ni regret. Juste un sentiment d'achèvement, comme la fin d'un travail long et désagréable. Le palais de justice était exactement ce à quoi on peut s'attendre, sol en marbre, éclairage fluorescent et une atmosphère institutionnelle qui rendait tout définitif et officiel. J'étais assis dans le couloir devant la salle d'audience 3C, portant le même costume que j'avais porté à notre mariage 7 ans plus tôt. Camille est arrivée avec 15 minutes de retard avec son avocat au rabais. Elle avait l'air épouvantable. Mince, pâle, portant une robe qui semblait venir d'un rayon de déstockage. La femme confiante qui exigeait une relation libre 3 mois plus tôt avait été remplacée par quelqu'un qui semblait vaincu et désespéré. Quand notre affaire a été appelée, nous sommes entrés dans la salle d'audience comme des armées ennemies déposant les armes. La juge Isabelle Lefebvre présidait, une femme dans la cinquantaine, sans fioriture, qui avait probablement vu toutes les variations de l'échec conjugal humain. Il s'agit d'une dissolution de mariage non contestée pour altération définitive du lien conjugal, a annoncé la juge après avoir examiné notre dossier. Les 2 parties ont accepté les termes de l'accord. Madame Moreau, est-ce exact? La voix de Camille était à peine audible. Oui, madame la juge. Monsieur Moreau? A demandé la juge. Oui, madame la juge, ai-je confirmé. La juge a feuilleté plusieurs pages. Madame Moreau, vous comprenez que vous renoncez à votre droit à une prestation compensatoire permanente en échange de 6 mois de soutien temporaire? Oui, madame la juge, a répondu Camille doucement. Et vous êtes tous les 2 satisfaits que cet accord soit juste et équitable? C'était le moment que je redoutais, non pas parce que j'avais des doutes, mais parce que je savais que Camille pourrait tenter une dernière manœuvre désespérée. Au lieu de cela, elle a simplement hoché la tête. Oui, madame la juge. La juge Lefebvre a signé plusieurs documents et nous a regardés. La dissolution du mariage entre Julien Moreau et Camille Moreau est par la présente accordée, avec effet immédiat. Vous êtes tous 2 libres de vous remarier. Bonne chance à vous 2. Et voilà, 7 ans de mariage légalement effacés. Pas de drame, pas de confrontation finale, juste l'efficacité bureaucratique et le son d'un marteau. Camille pleurait doucement en sortant de la salle d'audience. Pas les larmes manipulatrices qu'elle avait utilisées lors de nos disputes, mais un chagrin authentique pour ce qu'elle avait gâché. J'ai ressenti un instant de pitié pour elle, mais c'est passé rapidement. Alors que je sortais du palais de justice, j'entendais Camille sangloter derrière moi. Mais je ne me suis pas retourné. Ce chapitre de ma vie était définitivement clos. Le réveil sonne à 5h30, mais au lieu de me traîner hors du lit pour travailler pour quelqu'un d'autre, je suis debout tôt pour examiner les plannings des projets de Moreau Bâtiment, l'entreprise que j'ai créée de A à Z après que mon monde se soit effondré. Ça a commencé petit. 2 ans après le divorce, j'ai utilisé mes économies et un prêt professionnel pour acheter une camionnette et des outils et j'ai accepté de petits chantiers résidentiels.
Aujourd'hui, Moreau Bâtiment emploie 15 personnes et gère tout, des maisons sur mesure aux rénovations commerciales. L'année dernière, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 720 000 euros. La modeste maison que je m'étais battue pour garder lors du divorce a été transformée, agrandie, améliorée et elle vaut maintenant le triple de ce que Camille et moi avions payé à l'origine. Mais la vraie transformation n'est pas dans l'entreprise ou la maison. Elle est dans l'homme qui possède les deux. Léa Martinez est entrée dans ma vie il y a 3 ans. Elle était professeure de lettres au lycée, 34 ans, jamais mariée, farouchement indépendante. Alors que je rénovais la cuisine de sa sœur, Léa posait des questions intelligentes sur le travail structurel, semblant vraiment intéressée par le savoir-faire. La plupart des gens veulent juste savoir quand ce sera fini, lui ai-je dit autour d'un café une semaine plus tard. Toi, tu t'es vraiment soucié de la façon dont c'est fait. J'aime comprendre comment les choses fonctionnent, a-t-elle répondu avec un sourire, que ce soit la littérature ou les murs porteurs. Nous avons pris notre temps. Léa avait sa propre maison, sa carrière, ses comptes épargne. Elle n'avait pas besoin de moi pour subvenir à ses besoins ou donner un sens à sa vie. Elle me voulait dans sa vie parce qu'elle appréciait ma compagnie. La différence était profonde. Il n'y avait pas de jeu, pas de manipulation, pas d'agenda caché. Quand Léa avait des préoccupations, elle les abordait directement. Après des années à essayer de décoder les allusions passives-agressives de Camille, la communication franche de Léa était une révélation. L'année dernière, nous avons emménagé ensemble, dans ma maison, que Léa a aidé à redécorer. Elle a insisté pour payer sa part malgré mes protestations que je pouvais gérer les dépenses. Ça ne m'intéresse pas d'être entretenue, a-t-elle dit fermement. Ça m'intéresse d'être une partenaire. Le mois dernier, je l'ai demandé en mariage. Pas avec l'espoir désespéré de m'attacher à quelqu'un que j'avais peur de perdre, mais avec la confiance calme d'un homme qui avait trouvé quelqu'un avec qui il valait la peine de construire une vie. Léa a dit oui immédiatement, puis m'a surpris. J'ai déjà parlé à mon notaire pour un contrat de mariage, a-t-elle annoncé. Je pense que nous devrions tous les deux protéger ce que nous avons construit indépendamment. Si Camille avait suggéré ça, j'aurais été blessé. Venant de Léa, c'était juste logique. Nous étions 2 adultes établis avec des biens et des carrières. Pendant ce temps, la vie de Camille était restée figée dans les conséquences. Je ne cherche pas activement à avoir de ses nouvelles, mais dans une ville de cette taille, les informations circulent. Elle vit toujours chez ses parents, qui approchent maintenant des 70 ans. Elle travaille à temps plein dans un cabinet médical. C'est mieux que le travail dans un salon de manucure qu'elle avait pris juste après le divorce, mais encore loin de la vie confortable qu'elle avait abandonnée. Elle ne s'est jamais remariée. Des amis ont mentionné l'avoir vue sur des applications de rencontres, mais apparemment, les hommes ne se bousculent pas pour épouser une femme dont le précédent mari a divorcé parce qu'elle exigeait une relation libre. L'histoire avait fait le tour de notre cercle social. Les gens me demandent parfois si je regrette d'avoir été si dur avec Camille. Je n'ai pas été dur, j'ai fait preuve de respect pour moi-même. Camille a fait le choix de valoriser ses désirs au-dessus de notre mariage. J'ai répondu en valorisant ma dignité au-dessus de sa présence dans ma vie. Léa et moi prévoyons un petit mariage, famille immédiate et amis proches. Nous sommes tous les deux plus âgés, plus installés, moins intéressés par le spectacle que par la substance. Tu penses que tu voudras des enfants ? A demandé Léa récemment alors que nous discutions de notre avenir. Peut-être, ai-je répondu. Et toi ? Peut-être, mais je suis heureuse dans les 2 cas. Je ne cherche pas en toi quelqu'un pour compléter ma vie, Julien. Tu l'améliores, a-t-elle répondu. Voilà toute la différence entre Léa et Camille en une seule phrase. Camille s'attendait à ce que je comble tous les vides de sa vie. Quand j'ai inévitablement échoué à être tout pour elle, elle a cherché ailleurs d'abord auprès de ses amis toxiques, puis dans le fantasme d'autres hommes. Léa aborde notre relation comme un ajout à une vie déjà bien remplie, pas comme le remplacement d'une vie vide. Elle a sa carrière, ses amitiés, ses intérêts, ses objectifs. Je ne suis pas responsable de son bonheur, j'ai juste la chance d'y participer. Il y a 8 ans, je pensais que ma vie se terminait quand Camille a franchi cette porte en exigeant que j'accepte son infidélité. Je n'avais aucune idée qu'elle ne faisait que commencer. Camille m'a appris ce que je n'accepterai jamais. Léa m'a montré ce que je méritais. Et parfois, apprendre ce que l'on ne tolérera pas est la première étape pour trouver ce que l'on veut vraiment. Et voilà,
nous arrivons à la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Est-ce que c'était ce à quoi vous vous attendiez, ou a-t-elle pris un tournant que vous n'aviez pas vu venir? Je suis curieux de connaître votre avis. Partagez-le dans les commentaires ci-dessous, et lançons la discussion. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et si vous êtes nouveau ici, ou si vous n'êtes tout simplement pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous propose chaque jour des histoires nouvelles et poignantes. Alors, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne jamais rien manquer. Merci d'avoir regardé, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine histoire.